Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Notre invité du jour, vous allez le voir, interprète un enquêteur qui nous prouve à chaque épisode qu'on peut être à la fois un bad boy viril, mais aussi un cœur d'artichaut. Cet acteur que vous avez adoré dans les débuts de Plus belle la vie, souvenez-vous, il incarne l'un des rôles principaux dans une série qui culmine au sommet du mont Audience sur TF1. Et s'il vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est parce que cette saison, son personnage qui porte le flingue à merveille se retrouve également au cœur d'une tempête sentimentale. Bonjour Franck Sémonin. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci de m'accueillir. Section de recherche, c'est le nom de la série de TF1 dans laquelle vous endossez le rôle de Lucas Auriol. La semaine dernière, les téléspectateurs ont aperçu tous ses enquêteurs préférés en Nouvelle-Calédonie, alors que nous avons plutôt l'habitude de vous voir évoluer en France, dans le sud de la France, qui sont quand même des très beaux endroits. Est-ce que vous aviez envie de vous faire un petit plaisir pour le début de cette saison en partant dans l'un des plus beaux endroits du monde, en Nouvelle-Calédonie? Alors c'est un cadeau qui nous a été fait par la production. Et vous n'avez même pas réclamé et tout, ils vous ont donné ça comme ça? Non, mais on est des enfants bien élevés, nous on est sages, on ne réclame pas, quoi. Donc, du coup on nous donne, voilà, c'est le principe. C'est Élise Castel, je pense, qui est à l'initiative de ce voyage, puisqu'elle-même est calédonienne, donc ça permettait d'avoir une certaine assise au niveau des décors et de ce qu'on pouvait aller y tourner. On a été ravis évidemment de découvrir cette population, ce peuple kanak, puisqu'on a eu toute cette séquence qui a eu lieu dans la tribu kanak, quelque chose de très ancestral. Que vous avez été vraiment immergé, je crois que c'était pas simplement une expérience d'acteur, c'était une expérience pour vous aussi. En termes d'acting, voilà, l'île est très belle, c'est magnifique, c'est sublime. Il se trouve qu'on a aussi les mêmes paysages dans le sud de la France. Alors en dehors de la barrière de corail et des requins, mais sinon au niveau de la découpe des paysages, on a l'Estérel, il y a la Corse aussi qui est dessinée de la même manière. Donc en termes d'esthétisme visuel vraiment sur les montagnes, les soleils et le palmier, on avait déjà la même chose. Ce qui était vraiment fantastique, c'est d'aller d'une part à l'autre bout du monde, parce que là on est vraiment très très loin. C'est quasiment l'opposé, quoi. On perce un trou de chaque côté et on peut traverser. Mais surtout d'aller à la rencontre d'un peuple, les Kanaks, qui ont gardé un respect profond pour leurs aïeux, pour les aînés, pour les esprits décédés, pour les personnes décédées. Il y a un truc un peu magique, on en parlait juste avant, là, avec les histoires des Indiens d'Amérique, où il y a un peu ce même état d'esprit. Et on s'est retrouvé face à des gens qui ont toujours une notion du respect, de l'humilité, de l'accueil, de la sympathie, de la gentillesse, enfin tous ces termes qui devraient être des termes humains, des termes d'échange, que nous dans nos sociétés aujourd'hui consuméristes et capitalistes, où on se dit voilà l'univers est à peu près situé ici, eux c'est pas le cas du tout, quoi. Et il y avait notamment des conversations qu'on avait avec eux, ils nous expliquaient que sur des sujets, par exemple, vous allez échanger tous les deux sur des sujets que vous connaissez, l'un et l'autre, et que vous maîtrisez par exemple l'un et l'autre. Nous, chez nous, on va dire non mais je connais, je sais, oui mais si, mais t'as fait ça, t'es allé là et t'as utilisé ça pour faire ci, faire... Les Kanaks, non. C'est-à-dire que même si vous avez un sujet, vous abordez un sujet avec un Kanak qui en connaît beaucoup plus que vous, il aura ce respect, cette gentillesse de vous écouter, de faire je ne sais pas, écoute-moi, parce que toujours dans l'échange des Kanaks, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre de l'autre. Et tout est basé là-dessus. Alors voilà, on a eu cette chance de passer quelques temps avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on connaît le peuple kanak, mais ça veut surtout dire qu'on a beaucoup appris. Et on est revenu en France après en se disant, mais on a oublié tout ça, quoi. On a oublié cette âme de respect, d'humilité, de douceur, d'écoute des autres. Et dès qu'on a remis le pied ici en France, on est revenu dessus. Ah ouais, on est rentré. Mais vous avez changé, et c'est donc un Franck Sémonin totalement changé, que vous retrouverez évidemment pour les épisodes de demain qui seront de retour en France. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Je rappelle qu'on est en direct sur Figaro Live, sur tvmac.com, sur la page Facebook de TV Magazine. Que pensez-vous de cette série à la longévité absolument incroyable? Est-ce que vous appréciez Franck Sémonin dans cette série ou pas d'ailleurs, des critiques, on en demande, on n'en a jamais, mais on continuera quand même de les demander. Vous êtes plutôt Auriol, vous êtes plutôt Bernier? N'hésitez pas non plus, vous pouvez nous dire dans quel registre vous aimeriez le voir. Est-ce que vous aimeriez voir Franck Sémonin faire d'autres choses? Vous posez toutes vos questions et il y répond après les news médias de Damien Calivez.
Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Franck. On démarre ces news médias avec les audiences. Oui. Et c'est une série américaine qui est en tête, une fois n'est pas coutume. Effectivement, et c'est assez rare pour le souligner finalement, mais force est de reconnaître que c'est L'Arme Fatale cette fois-ci qui signe un joli retour. Le lancement de la 3e saison porté notamment par Sean William Scott a fédéré 4,2 millions de fidèles, soit 19,3% de part d'audience et 1,3 million de téléspectateurs de plus que France 2. La chaîne de service public dégainé sa mini-série Sous la peau avec Anne-Marie Vin. Alors c'était sur France 3, puisque nous la recevions la semaine dernière effectivement sur ce plateau pour en parler. Et bien cette chaîne donc parvient à se hisser sur la 2e marche du podium, ce qui est une belle performance, mais la fiction française pour une fois arrive derrière la fiction américaine. France 2 parvient à atteindre la 3e marche du podium grâce au magazine La Fabuleuse Histoire présentée par Stéphane Bern. Et enfin, soulignons le carton absolu de Michel Simès qui nous expliquait comment ne pas avoir mal au dos. Alors c'est vrai que c'est un sujet assez fédérateur. Voilà. Le médecin préféré des Français a rassemblé 1,8 million de patients, soit 7,8% du public. Et on soulignera également la belle performance de C8 qui est presque au million de téléspectateurs avec Les Ombres Rouges, une de ses premières séries produites par la société de production de Cyril Hanouna et qui est presque au million, ça s'appelait les Ombres Rouges. En tant qu'acteur, Franck, vous avez le temps aussi de consommer des séries en tant que téléspectateur ou pas? Alors, j'en consomme, mais de manière... J'aimerais bien avoir le temps d'aller à la recherche d'autres séries. Ça reste assez traditionnel, Game of Thrones, Breaking Bad ou Peaky Blinders. Pas les moins bonnes. Non, mais ça reste... Vous avez Netflix, par exemple, vous regardez aussi? Ouais. Enfin, j'essaie de consulter un peu l'ensemble de ce qui se passe. Alors, il se trouve que ma femme, elle, est une vraie sérivore. C'est dommage qu'elle ne serait pas là parce que vous auriez pu converser avec elle. Elle bouffe vraiment de la série. C'est son truc. Elle me dit, attention, regarde, il y a ça qui est sorti, regarde, il y a tel acteur ou telle actrice qui est passé là. Série française aussi ou pas? Ça vous française et étrangère. Enfin, ça n'arrête pas. Il y avait notamment... on était allé au Festival de Monte-Carlo, pas cette session-là, mais celle d'avant. On avait vu les premières images d'Amsamsia avec Stana Katic. Absolument. Et on avait été bluffés. Et en fait, dès quand la série est sortie, elle a tout de suite chopé le tout regardé immédiatement. Mais en une journée, elle se met devant. Chérie, il faut aller chercher les enfants. C'est pas grave, ils vont rentrer à pied. Ça s'appelle du binge-watching. Ça peut se soigner, mais c'est quand même addictif. La meilleure série française pour vous en ce moment, c'est quoi? Hors section de droit. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, Franck. Trop facile. Pourquoi je n'ai pas le droit? Trop facile. À 19h. À 19h. Si vous avez le droit, c'est sur TF1 aussi, mais vous avez totalement le droit. Et évidemment, on parlera d'un crossover qui va bientôt arriver et qui sera très important. On continue ces infos, Damien, avec un retour qui va effrayer les chaînes. Ah oui, alors le mardi 2 avril, ça y est, c'est fini, on arrête de rigoler. France 3 dégaine son arme de destruction massive, une série qui dynamite la concurrence dès lors qu'elle est diffusée à l'antenne. Il s'agit bien évidemment de Capitaine Marlowe, la gendarme incarnée par Corinne Maziero, retrouve donc sa célèbre chapka. Et pour inaugurer cette nouvelle salve d'épisodes inédits, eh bien l'actrice principale donnera la réplique à Isabelle Adjani. Rien que ça, il faut dire que si la réalisatrice José Dayan est parvenue à convaincre cette actrice qui est multicésarisée, qui est surtout très rare à la télévision, eh bien c'est parce que cette série enregistre un carton absolument phénoménal. En avril dernier, on va rappeler le score. Lors de l'épisode intitulé Sang et Lumière, il avait fédéré 8,2 millions de téléspectateurs, ce qui est un score aujourd'hui dont on n'entend plus jamais parler. Alors il faut aussi souligner que là on prend en considération les replays, 32% de part d'audience, c'est incroyable. Et il s'agissait d'ailleurs du meilleur score de France 3 depuis 12 ans. Donc c'est dire que Capitaine Marlowe, ça marche. Alors je sais évidemment que ce n'est pas votre chaîne, TF1 a eu l'habitude d'être premier. Il se trouve que depuis 2 ans, Capitaine Marlowe est la série française la plus regardée à la télévision française. Qu'est-ce que vous pensez de ce succès qui paraissait improbable sur le papier? Une héroïne pas du tout sexy, une chapka, un accent du Nord, et pourtant c'est un carton incroyable. Et José Dayan à la baguette, évidemment. On est... Alors... et Corinne Maziero, une super actrice. Voilà. Non, moi je trouve ça assez formidable, c'est-à-dire qu'on se retrouve encore une fois sur quelque chose de franchouillard, quoi. Et nous, c'est le premier truc qu'on défend sur section de recherche quand on nous dit ça fait un peu les experts, un peu, mais c'est pas vraiment, ça reste français et c'est super. Et l'exemple même, alors de surcroît avec, et ça, très sincèrement, je pense aussi que le phénomène gendarmerie y est pour beaucoup. C'est vrai que la gendarmerie auprès de la population française
à... Une belle image, oui, c'est vrai aussi. Ils sont proches des populations, ils sont dans les campagnes. Capitaine Marlowe, c'est le cas aussi, elle n'est pas en plein cœur de Paris. Donc tout ça fait qu'en fait, ça accroche, ouais. Ça apporte pour le téléspectateur français. C'est du franchouillard. Oui, elle a le chapeau russe, là, mais la chapka, ouais. La capcha, mais... Ça part à kaki, enfin... Mais quand elle parle, elle est avec son accent du Nord, elle est là, elle y va. Enfin, on est dans du français, quoi. Et c'est bien. C'est ça qu'il faut. Ouais. Enfin, moi, je revendique le français, mais pas de manière idiote. On fait de très bonnes choses, quoi. Les Américains nous ont jamais fait du De Funès ou du Bourvil ou du Gabin ou du Ventura. Ils ont fait autre chose. Ils ont eu d'autres acteurs, mais on a une patte, on a une touche. On a des choses qui nous concernent, quoi. Voilà, camembert, béret, coude rouge, baguette. Et non, mais c'est ça, la France. Moi, j'ai la chance d'avoir fait un boulot à un moment où je traversais la France entière et j'allais au contact des Français quand il y a eu le passage à la TNT. Ouais. C'est ça, notre territoire français, il est riche de plein de cultures. C'est pas... Pardon les gars, mais il n'y a pas que Paris ou que Marseille ou que Lyon, quoi. La plupart du territoire, c'est la campagne. Et Capitaine Marlowe rejoint bien ça. Et le système de France 3, qui est un programme qui s'étend avant tout avec des bases régionales. Effectivement. Ils mettent ça en avant. Voilà, ça ne peut que marcher. J'ai aussi dans un crime dans un meurtre. J'ai fait meurtre. J'ai fait Crime Parfait aussi pour France 3 là, en rentrant de Nouméa d'ailleurs. Et puis ma belle époque avec Plus belle la vie où j'ai encore des souvenirs merveilleux de tout ça. Donc France 3 savent faire ça, quoi. Ils savent s'occuper des régions. Ils ont la bonne recette. On termine ces news médias avec une nouvelle soirée politique qui se profile, ce sera sur BFM TV. Effectivement, selon nos confrères de Pure Média, la chaîne d'information continue proposera mercredi prochain à ses téléspectateurs un grand débat en prime time qui devrait réunir donc les principaux chefs de parti, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Laurent Wauquiez, Olivier Faure et Stanislas Guérini. L'objectif, Stanislas Guérini, c'est le patron de La République En Marche, c'est vrai, c'est un petit nouveau. Voilà. Alors l'objectif de ce rendez-vous qui sera présenté par Routel Krief, c'est de trouver des solutions pour une France plus juste et une France réconciliée. Voilà, alors peut-être que ça va durer très longtemps cette émission. Alors cette initiative de BFM TV, finalement, c'est une sorte de réponse à LCI qui multiplie, on l'a vu au cours de ces dernières semaines, les rendez-vous politiques, notamment avec David Pujadas, et ça cartonne. La grande explication, voilà, la grande explication, souvenez-vous, c'était le 14 février dernier avec le Premier ministre. Elle avait quand même rassemblé 848 000 téléspectateurs. Alors ça paraît rien vu les chiffres d'audience qu'on a détaillés, mais c'est quand même pour LCI 6 fois la case habituelle. Donc c'est quand même un beau score. Et on verra évidemment si BFM TV est dans ces clous-là. C'est fini la C'est fini aujourd'hui. Et bien super, on passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV avec toutes vos questions et Franck Sémona en plateau. Franck, TF1 poursuit la 13e saison de Section de recherche. Sa diffusion, ce sera jeudi soir, 21h sur TF1, une fiction dans laquelle vous interprétez le rôle de Lucas Auriol. Et pour ce nouvel épisode, vous allez être confronté au meurtre d'une femme qui a été atteinte d'un cancer et dont le corps a été retrouvé dans une église. Comment la Section de recherche va pouvoir se mettre à la recherche de cet assassin. Racontez-moi l'épisode, parce que pour tout vous dire... vous ne vous souvenez plus de l'épisode? Non, mais c'est un drame, déjà, j'ai à peu près le cerveau de mémoire de Dory, à peu près, on est là-dedans. Une femme, un cancer dans une église, ça vous dit quelque chose? Oui, ça y est, on va tourner ça au tourné, je l'ai, avec les bonnes sœurs, et ça revient. Enquête difficile ou enquête particulière? Toutes les enquêtes sont difficiles, parce que si c'était facile, ça n'intéresserait pas les téléspectateurs. Ce qui était surtout très sympa dans cette enquête, je me souviens, c'est je ne vais pas en dévoiler beaucoup, mais c'est là où les auteurs ont un vrai talent, quoi. Il y a plein de scénarios, en fait, quand je les lis, je vous le dites à personne, je pleure. Vraiment, il y a vraiment des scénarios où je lis truc, et je tombe en larmes. Je me rappelle du scénario avec Florent Manodou qui a traité aussi d'un rapport entre l'impuissance de ce grand gaillard sportif qui ne pouvait pas venir en aide à sa petite sœur qui était atteinte de maladie, dont la mère était également décédée de la même chose, et qui finit par se foutre en l'air lui-même. Bref, il y a des choses comme ça qui vous touchent. Et donc ce scénario qu'on verra, ce film qu'on verra demain, traite de ça aussi, d'une femme atteinte de cancer, d'un père qui ne comprend pas, qui ne sait pas pourquoi il est abandonné, de ses deux enfants qui ne comprennent pas aussi le choix de leur mère de s'être mis à l'écart. Et puis bon, voilà, j'en dis pas plus pour pas dévoiler
le secret du scénar, mais je crois que ça fait partie aussi des recettes d'aller chercher émotionnellement, malgré que ce soit des enquêtes de gendarmerie où on se dit il y a un méchant à trouver et on va ouvrir les boîtes et les refermer quand c'est pas les bonnes. Il y a aussi ce fond-là qui est important et on aura la sensibilité de cette histoire demain. Ce soir. Demain soir, hein, évidemment, ce ne sera pas ce soir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Section de recherche depuis 13 saisons, il n'y en a pas beaucoup, hein, on va dire deux ou trois. Ça tient évidemment aussi beaucoup au duo que vous formez avec le capitaine Bernier, Xavier Deluc. Comment vous qualifieriez ce duo? On a l'habitude de voir des duos hommes-femmes, deux hommes, etc. C'est des amis, des complices. Bon, certes, il y a un rapport hiérarchique entre eux. Comment vous le qualifieriez, ce duo qui fait aussi le succès de Section de recherche? Oui, non, je crois que ce qui fait le succès de Section de recherche, c'est Xavier Deluc. Soyons très clairs, c'est le patron. Il était là à Bordeaux pendant 7 saisons. On vient de passer 6 saisons ensemble à Nice. Vous l'avez rejoint effectivement après, voilà, au bout de la 7e saison. Le duo est peut-être pour quelque chose dans la continuité, mais le succès, c'est Xavier Deluc qui est là depuis le début. Vous enlevez Section de recherche, vous appelez la série Xavier Deluc, enfin Capitaine Bernier. Bernier & Co. Et on a exactement le même résultat, assurément. Maintenant, oui, il se trouve quand Xavier m'a super bien accueilli quand je suis arrivé sur la série. C'est ça le succès, ça fonctionne bien entre vous. Et dès le début, on a l'impression que vous étiez ensemble depuis longtemps. Parce que quand je suis arrivé, Xavier a bien compris que vous n'étiez pas là pour lui piquer la vedette. Voilà. L'écriture était faite aussi de façon à ce que hiérarchiquement les choses soient posées. On a beaucoup échangé ensemble aussi pour que lui soit rassuré et puis comprenne que de toute façon. C'est pas l'objet, sur les grilles c'est simple, hein, Xavier Deluc numéro 1, Franck Sémonin numéro 2. Donc il n'y a pas besoin d'aller tergiverser pendant deux plombes. C'est écrit, c'est clair. Ouais. Je l'ai encore une fois, je vais expliquer très rapidement, et c'est vraiment quelque chose dont on parle encore ensemble très souvent. C'est lui le pôle, c'est demain vous arrêtez Nice, on va à Dunkerque, vous changez tout le casque, vous gardez Xavier. Ça continue, quoi. On est toujours sur les mêmes choses. Donc, c'est peut-être aussi ce qui a fait que chacun a trouvé sa place. Lui, il a le flegme britannique, cette élégance avec ce regard un peu fin. Moi, j'ai fait un choix de créer un personnage un peu plus... Un peu plus bad boy, hein, on va en parler un peu de votre personnage, Franck. Plus boum, enfin voilà, plus bourrin, mais avec la sincérité de ce qui arrive dans... Il se complète très bien, il y a une complémentarité qui est forte. Ça complète les personnages. Damien, oui. Est-ce qu'il y a déjà de fans du bad boy? Oh là là, si vous saviez, je croule sous les commentaires. Les femmes surtout, j'imagine. Il y a énormément de femmes, d'hommes et surtout beaucoup de compliments. Vous savez, c'est une tradition ici. Les compliments des fans qui vont trouver. J'y arrive pas, il y en a trop, ça va trop vite. C'est vrai que si on pouvait ne pas avoir, c'est super les compliments. Mais je me rappelle quand j'avais la chance de faire beaucoup de théâtre, ce que je retenais surtout, alors ce qui était blessant au départ, mais ce qui nous faisait vachement avancer. C'était les critiques. Alors voilà, balancez vos critiques, tout simplement. Valérie qui estime que vous êtes beau gosse, bon acteur. Voilà, on a également Nanou. Céline, vous êtes toujours talentueux. Voilà. Et alors Nanou, Julie, il y a beaucoup de téléspectatrices aussi qui se demandent où en êtes-vous sur le plan sentimental dans la série. Parce qu'on ne sait pas si vous êtes avec Sarah, on ne sait pas si vous êtes avec Rose. Qu'est-ce qui se passe en fait? Avec Rose, ouais. Ça, c'est Julie et Nanou notamment qui posent cette question. Il faut dire que dans cette saison, il y a le grand retour, c'est celui de Sarah. Oui, qui va un peu vous déboussoler. Qui a été l'objet de la diffusion de la Nouvelle-Calédonie la semaine passée. Évidemment, Sarah Casanova, c'est le grand amour de Luca Oriol. Quand elle est partie, ça l'a mis par terre et il a eu un peu de temps de reconstruction. Et puis il y a eu le retour de Rose, avec qui il a vu une aventure quelques années auparavant. Mais c'est une aventure sans lendemain et ils ont plus créé une notion d'amitié avec son retour dans la gendarmerie, et puis ils sont devenus un peu sex friends sur la fin de la saison. Avec d'ailleurs une scène très très dénudée l'année dernière. Hein. Ouais, qui était chouette parce que c'était beaucoup parlé avec l'actrice Honorine. C'était la première scène d'Honorine de nu, comme c'était la première scène de Manon Azem aussi de nu. Quelques trucs avant, je dois être le mec des premières fois. Mademoiselle, si d'aventure vous avez, je viens avec la caméra pour la première fois. Et vous, ça vous pose pas de problème? Vous êtes très à l'aise avec ces scènes de nu, Franck? C'est parce qu'en fait, je fais du sport depuis que j'ai 7 ans. Je fais du judo, donc on s'est toujours trimballé à poil dans les vestiaires. Vous n'aviez pas 5 millions de téléspectateurs qui vont regarder dans les vestiaires. J'ai pas de problème. Il n'y a pas de pudeur pour vous spécialement là-dessus.
voilà, je suis. C'était plus compliqué pour Honorine qui jouait l'actrice qui fait Rose. Donc je comprends très bien que ce soit, toujours délicat et petit à petit c'est Alexandre Pidou qui avait tourné la séquence, donc on y est allé vraiment en douceur avec Honorine. Alexandre Pidou avait vraiment allégé le plateau, c'était vraiment uniquement les personnes qui étaient nécessaires, et puis petit à petit avec Nono on a fait les cons, non plus marre, voilà. Et puis on enlève un truc, un machin, un bidule, et puis à la fin c'est elle-même qui a tout dégagé, qui a dit je veux pas de couette, je suis à poil, machin, puis on y monte. Et ça s'est bien passé. Et c'est elle en fait qui a pris au bout d'un moment l'initiative et d'y aller, quoi. Et ça s'est plutôt évidemment bien passé. En France, on sait, il existe à peu près une quarantaine de sections de recherche. Elles ont été créées en 1975 pour lutter contre le grand banditisme. Est-ce que vous avez, c'est une question qui revient souvent, été formé par des vrais professionnels? Est-ce qu'il y a des consultants des sections de recherche qui vous aident à rendre évidemment toutes vos enquêtes le plus crédibles possible, Franck? Absolument. Alors, évidemment, ça reste une fiction, donc de temps en temps, on s'arrange un peu pour des questions d'image avec quelques éléments, mais on nous dit, attention, parce que là, dans ce cas de figure, par exemple, on ne peut pas lui mettre des menottes en salle interrogatoire. C'est pas possible parce que c'est fermé. Une commission rogatoire, ça fait pas très sexy dans une série, c'est pas joli voilà. et tout. Ouais. Donc il y a des choses avec lesquelles on s'arrange, mais on essaye effectivement de garder une direction de la gendarmerie. Réel, Le CIRPA nous suit. Il y a notamment Xavier aussi qui a fait un truc au festival de Luchon, là, qui a été sorti de la neige par le système héliporté de la gendarmerie. Nous, on avait fait une journée de formation à la section de recherche de Marseille. Où là, je vous le dis, si vous voulez vous casser avec la gendarmerie en pensant que vous pouvez vous en sortir, c'est pas la peine. Ils ont des hélicoptères avec des caméras, ils ont la plaque. Ils sont à 2 km, ils ont la plaque. Ils ont la plaque, ils ont la tête, on peut rien faire. Et puis tout ce qui est matériel de suivi, d'observation, d'espionnage, les Américains, on n'a rien envie aux Américains, quoi. Clairement. C'est très, très, très flippant, quoi. Vraiment. Damien ? Ah oui, alors il y a beaucoup de spectateurs qui aimeraient devenir acteurs, vu l'anecdote que vous avez racontée sur les scènes de nu. Voilà, il y en a beaucoup qui aimeraient se lancer dans la comédie. Voilà, exactement. Il y en a qui vont faire des écoles, je pense, dans pas très longtemps. Voilà, il y a Marie-Ange qui est avec nous. Et il y a Alexandre qui souhaite savoir si vous auriez aimé être policier dans la vraie vie. Si vous n'aviez pas été acteur, est-ce que c'est un métier qui vous aurait plu? Comme tous les mômes. Ouais. Pompier, policier. Quand j'étais petit, et je vous jure que c'est vrai, c'est un truc que j'ai vraiment en tête. Quand j'étais enfant, j'étais au Mans, place Montevideo. D'ailleurs, si jamais il voit cette émission, ça m'arrangerait. J'avais 2 copains qui s'appelaient Titi et Régis. Et on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Et je me rappelle très bien, je vois 5 ans. Et je suis chez Régis, comme ça, en train de me cacher avec mon arc. Et je lui dis, je veux jouer aux cow-boys et aux Indiens toute ma vie. Et c'est un truc qui m'est resté après parce que, évidemment, c'est des phrases qu'on sort comme ça, alors surtout quand on est enfant. Puis à un moment, on s'arrête, on se retourne, on se dit, mais en fait, j'ai dit ça m'a amené ça, j'ai dit ça, il s'est passé ça, j'ai dit ça. Ça traduisait une volonté déjà. Et c'est très bizarre à quel point la pensée peut être créatrice d'événements, de choses, de conditionnements. Et au final, comédien, ça vous permet d'être à la fois flic, un jour, méchant le lendemain. Cow-boy ou indien. Cow-boy ou indien, ouais. Voilà. Et de faire un peu tout. Ouais. Xavier Deluc, ici même, à votre place, avait déclaré, lorsqu'il était venu, qu'il aimerait tourner un peu moins d'épisodes, notamment pour se consacrer à d'autres projets, mais aussi pour garder un niveau d'exigence dont il parlait. Cette saison, il y a 14 épisodes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous aimeriez tourner un peu moins de meilleure qualité et avoir un peu de temps, ou vous préférez continuer comme c'est sur le nombre d'épisodes qui sont prévus? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas confronté au même temps de tournage et à la même pression que Xavier. Ma façon de travailler est un peu plus légère. J'ai pas les mêmes responsabilités sur les épaules. Donc moi, au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire viens, on en fait 16. Et je le dis souvent avec Loïc Berthézen, qui est notre directeur de production. Moi, je serais plutôt dans le développement encore d'histoires et d'en faire plus. Alors peut-être organisé de manière indifférente, mais je serais plutôt dans l'augmentation des épisodes. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas la pression de Xavier sur les épaules, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout repose sur Xavier. Moi, je me mets. Il parlait aussi de la qualité, qu'il pensait que si on augmentait trop, ça ferait peut-être moins de qualité. Je pense qu'il parlait surtout peut-être de l'écriture avec les auteurs, d'histoires qui doivent être peut-être plus réorientées sur quelque chose d'écrit, de très construit. Voilà, moi, pour ma part, c'est plus on est au feu et plus c'est chouette. Mais je comprends que Xavier
et aussi cette pression sur lui, et que effectivement peut-être qu'il préfère en faire moins, mais pour la qualité du film. Moi je l'ai pas, j'ai pas cette vision-là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai pas vraiment d'avis sur ce que dit Xav. Est-ce que ça vous permettrait aussi, Franck, de faire d'autres choses? Vous l'avez dit, vous avez tourné un Meurtra, c'était en Bourgogne, je crois. Vous avez tourné dans Crime Parfait sur France 2 l'année dernière. Vous pouvez aller sur n'importe quelle chaîne, évidemment. Évidemment que ça laisse du temps, évidemment que ça permet de faire des choses différentes. Après, moi je m'éclate avec Xav, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que et c'est pas des mots pour l'interview, et il serait là, il vous le dira lui-même, tous les matins, on a cette chance de tourner en sud de la France. Tous les matins, quand on se lève, c'est plus de 300 jours de soleil par an. Vous tournez sur la Côte d'Azur, dans un endroit qui est plutôt pas mal pour les tournages. On a conscience du privilège qui nous est accordé, qui nous est offert, et c'est aussi la raison pour laquelle faisons-en plus, parce qu'il y a aussi des téléspectateurs qui aiment la série. Après, peut-être qu'en faire plus, c'est peut-être justement pas la bonne solution, parce que ça peut aussi saturer le téléspectateur. Et je pense que c'est aussi ce que veut dire Xavier dans cette idée, c'est-à-dire de préserver la série pour justement faire plus de saisons encore et ne pas saturer les téléspectateurs. Mais tous les matins, je vous jure que c'est vrai, quand on arrive sur le plateau avec Xav, on se pose, on est dans nos fauteuils, on dit putain, mais... Quelle chance. mais vraiment, on sait à quel point on est privilégié, quoi. On le sait et on le dit. Et on remercie les copains parce qu'ils tournent aussi parfois dans des conditions un peu compliquées. Je me rappelle, on avait une séquence à l'Estérel qu'on tournait au mois de février, là. Il faisait beau, hein. Mais gros vent. Il faut savoir que dans le Var, enfin Nice, le Var, au mois de février, c'est comme partout pareil. Hein, il fait peut-être beau, mais il fait 2. Et puis 2, avec 70 km/h de vent, il fait plus 2, il fait moins 20. Et donc on avait remercié les copains parce qu'on était effectivement de l'Estérel, mais sauf que tout le monde portait les caméras, les micros, les chaises, tout ce qu'il va faire pour faire le tournage. Et malgré tout, une fois que les séquences étaient terminées, on s'est tous arrêtés, on a regardé la mer, quoi, dans de l'Estérel, on s'est dit putain, mais quelle chance on a, quoi. Quelle chance on a. Donc on a en plus une équipe technique qui nous suit, alors qui suivait déjà Xavier à Bordeaux. Je dis qui nous suit parce que c'est les mêmes qui nous suivent toujours aujourd'hui. Donc on est une espèce de grande famille comme ça, c'est pas la famille du cinéma, mais c'est la famille de section de recherche. Elle est réelle, elle existe vraiment. Descendez voir, vous la constaterez vous-même. Et ça se voit à l'écran, évidemment. Tous les jeudis, évidemment, on constate ça. Damien, on arrive au bout du bout. On va dire au revoir à quelques internautes. Allez, on dit au revoir à Vinlude qui espère vous croiser sur la Côte d'Azur parce qu'elle a déménagé là-bas, cette jeune dame. Donc voilà, elle espère vous croiser là-bas. On salue Marie-Ange, on salue Nanou et puis on salue également Eric que vous connaissez très bien, Nicolas, qui est un fidèle du Buzz TV, qui souffle ses 30 bougies. Donc un merveilleux anniversaire à lui. C'est le début des rhumatismes finalement. Donc voilà. Bon courage à lui. Merci beaucoup d'être venu, Franck Semona. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve dès demain 21h. La 3e saison de Section de Recherche continue. Ne la ratez pas et n'oubliez pas les replays évidemment qui sont disponibles et que vous pouvez aller voir. Nous, Damien, on sera là demain. Rendez-vous. Exactement. Alors cette fois-ci, c'est une journaliste que nous allons recevoir qui débarque sur RMC Story aux commandes d'un programme court qui s'appelle Engagez-vous. Il s'agit du monde associatif, qui est dont on parle dans ce programme. C'est Aïda Toury que nous recevrons donc demain sur ce plateau. Elle reviendra aussi sur son parcours à CNews, etc. Voilà. Et ce sera demain 10h30. On vous attend fidèle au rendez-vous. Excellente journée à toutes et à tous.